Alors, bonjour, Serge Marcoux ici. J'ai le plaisir de recevoir le fondateur, leader et claviériste du groupe Drifting Sun, Pat Ganger Sanders. Écoute, moi, la première question qui me vient tout naturellement, Pat, c'est je parle français actuellement au leader d'un groupe britannique qui n'a pas un nom foncièrement francophone, mais quand on s'est parlé, j'ai bien vu que ton accent, tout ça, c'est très français. Replace-nous un petit peu là, dans qui es-tu? À qui je suis? Je suis né en France, moi. J'ai grandi en France pendant quelques années. Ça fait longtemps que je vis ici, hein. Ça fait plus de 30 ans, mais j'ai vécu une vingtaine d'années en France, dans ces eaux-là. Et puis après, quand j'étais assez jeune, je suis venu m'installer ici en Angleterre. Donc, c'est un petit mélange quoi, des deux, quoi. Français, anglais. Tu sais, les frontières, elles se brouillent un petit peu au fil des années, hein. Ouais, elles ont réapparu, mais ça, c'est un autre dossier. Ouais, et Écoute, puis tu as d'ailleurs, j'ai fond... vécu une année au Canada aussi. J'ai vécu Ah chez. oui! Et oui, Dans quel coin? j'étais à Québec. À À Québec, oui. Québec. Ouais. C'est parfait. Écoute, tu as fondé Drifting Sun en 94. Les noms de Clive Nolan et Carl Broom étaient associés au premier album. Euh, Quel est le lien avec ces musiciens talentueux? Et puis, bon, quelle a été cette émergence de base? Ce qui s'est passé, c'est que on avait John Lingwood à la batterie à l'époque, qui était l'ancien batteur de Manfred Mann. Et John est venu enregistrer les parties de batterie, mais ne pouvait pas utiliser, on n'avait pas le transport pour son kit de batterie. Donc on a cherché un studio et on a contacté le studio de Clive Nolan et de Carl Groom dans le sud de l'Angleterre. Et donc, on est allé enregistrer les batteries chez eux. Puis ça s'est bien passé, c'était très sympa. Bon. Et du coup, on a mixé l'album après chez eux. Donc, c'est Carl qui a mixé l'album en grande partie, avec Clive qui a fait quelques séances de mixage. Et les enregistrements, c'était principalement avec Carl Groom sur la batterie de Mick Pointer, qui nous a gracieusement prêté son kit de batterie pour qu'on puisse enregistrer l'album. Donc voilà, c'est la connexion entre nous et Carl Groom et Clive Nolan. Deuxième album paru en 99, On the Rebound, après changement de personnel. Ensuite, il y a eu un hiatus jusqu'en 2015, on en parle plus tard. Ça n'a pas été une période facile, j'imagine, à ce moment-là, pour toi et pour le groupe. Tu veux dire pendant le hiatus ou après le premier album? Ben, après le premier album, puis est-ce que c'est ce changement de personnel-là, ce mouvement-là, qui ont amené justement l'arrêt de longue durée? Non, pas particulièrement. Ça a toujours été difficile, de toute façon, jamais, ça s'est jamais bien passé. Mais non, ce qui s'est passé, c'est qu'on était, sur le premier album, on était en contrat avec Muséa. Et puis on s'est détaché parce qu'au niveau promotion, c'était pas vraiment la panacée. Donc on a décidé de continuer comme un groupe indépendant. Puis après, ça a été très difficile. J'ai pas perdu la foi, mais un petit peu, j'avais envie de faire d'autres choses. J'avais beaucoup d'autres projets en tête, beaucoup d'autres projets à réaliser. Donc j'ai fait la pause sur le groupe pendant 16 ans, il faut le dire. C'est une longue pause, voilà. Ben, Et on a écoute, posé après. focusons sur justement la relance. 2015, relance. Qu'est-ce qui a amené le changement? Là, tu as repris goût à te relancer, si je peux dire? Ouais, j'en pouvais plus. J'ai dit 16 ans sans faire de musique, ça ne peut plus continuer comme ça. Non, j'avais vraiment envie. Le paysage musical avait vraiment complètement changé entre-temps. Quand on avait fait nos deux premiers albums, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, on n'avait pas de tout ça. Donc au niveau de la promotion, on était beaucoup, euh, il fallait se relier beaucoup aux magazines, à toutes les stations de radio. On n'avait rien d'autre, quoi. On n'avait pas les moyens de se promotionner nous-mêmes. Ce qui faisait que c'était très difficile. Et les magazines avaient une grosse emprise sur la musique. Et si ça plaisait pas, ça plaisait pas. Et puis voilà, personne n'entendait parler de nous. Et
quand on a redémarré le groupe, bon, l'Internet est arrivé entre-temps, et quand on a redémarré le groupe, c'était beaucoup plus facile, non seulement de promotionner la musique, mais aussi de travailler avec des musiciens. Tu as vu qu'au fil des années, on a joué avec on a enregistré avec des musiciens de vraiment beaucoup d'autres de pays différents. Et ça, c'est quelque chose qui a été rendu possible par l'avènement de l'Internet. Donc, moi, j'ai eu envie personnellement de m'y remettre parce que j'avais réalisé plein de projets qui étaient faits et j'avais vraiment envie de me remettre à la musique. Donc, voilà, on a redémarré. Maintenant, on est là à nouveau. Oui, un redémarrage fertile d'ailleurs, 3 albums en 3 ans, 2015, 16 et 17, Trip the Light, Fantastic, Safe Asylum et Twilight, que beaucoup considèrent en haute estime, dont votre humble serviteur. Cette période-là, effectivement, toi, tu étais en ébullition en quelque sorte? Oui, c'est marrant parce que quand Trip est sorti, quand on a redémarré, quand Trip est sorti en 2014, je crois, ou 2015, je ne sais plus. Euh, Quelqu'un qui m'a dit dans une station de radio, on se pose la question, est-ce que ça t'a pris 16 ans pour enregistrer cet album? Et j'ai dit non, non, ce n'est pas des morceaux que j'ai composés il y a 16 ans, c'est de la nouvelle musique. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait des gens qui me demandaient est-ce que tu as passé tout ce temps-là à écrire plein de musique et que tu nous ressors des vieilleries de 20 ans en arrière. Mais c'est vrai que ça a été une période fertile parce que bah, c'est l'excitation de redémarrer, de se remettre dans le milieu. Et c'est vrai qu'on a aligné quand même quelques albums, paf, 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 un an après l'autre, hein, un album par an, ouais, au travail. C'est pour ça que j'ai Le, l'air fatigué aujourd'hui. Puis là, il y a le départ du chanteur des 10 albums, là, Peter Falconer, Ouais. qui a amené un nouveau Drifting Sun assez intéressant. Planet Junkie en est le résultat de 3 chanteurs, euh, comme 3 sections d'albums, si on peut dire. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui a amené ce choix-là spécifique de 3 chanteurs plutôt que de confier, par exemple, le micro à un seul? Ce chanteur, ce choix, il a été gouverné en grande partie par le fait qu'on n'avait pas le temps euh, un seul chanteur n'avait pas le temps de travailler sur l'album entier. On avait déjà pris pas mal de temps, on avait déjà perdu beaucoup de temps parce que Peter nous a lâchés assez rapidement, il faut le dire. Et j'ai un peu, pas paniqué, mais je me suis dit, oula, ça fait déjà 6 mois ou un an qu'on attend, et puis l'album va prendre beaucoup de temps à sortir. Et j'ai contacté Mark Atkinson, Joshua Corum et puis Colin Mould. Et ils m'ont tous dit que ce serait plus facile si on avait plusieurs chanteurs qui travaillaient sur l'album et qu'on avait chacun une section. Et je me suis dit que ce serait intéressant. Ce qui est bien tombé, c'est qu'on avait vraiment 3 morceaux pour chaque chanteur qui allaient vraiment dans leur style de voix. Et donc, ça a été plus facile parce ils ont pu tous en même temps travailler sur leurs 3 morceaux. Et ça nous a facilité la tâche. Et je pense que quelque part, les titres s'étaient bien adaptés pour leur voix. Je pense que les titres de Josh, par exemple, ce ne sont pas des titres qui auraient sonné aussi bien avec Colin ou ceux de Mark n'auraient pas sonné aussi bien avec Josh. Donc, ça s'est bien goupillé en quelque sorte. Tu les as composés en pensant à eux ou tu les as attribués après les avoir composés? Il y en a certains que j'ai composés en pensant, par exemple, Born of a Dream, c'était un morceau que j'avais composé dans l'esprit de la voix de Josh. Avec Colin, on avait fait, c'était lequel? Je crois que c'était To Time a Star, qui était vraiment dans le style de voix. Missing avec Mark, c'était vraiment quelque chose, je me suis dit, ça, ce serait bien avec la voix de Mark. Après, il y en avait des autres aussi que j'avais déjà composés, donc qui devaient être au départ avec Peter. Un peu un mélange, donc, finalement, des 2 choix, là. Voilà, un mélange de deux choix.
Nouvel album, Forsaken Innocence, va paraître en digital, si je ne m'abuse, le 27 octobre. Mhm. Version CD vinyle mi-novembre. Ouais. Premier constat, seul le guitariste Mathieu Spader a suivi. Deuxième constat, la présence du bassiste John Jovitt, IQ Arena, on le connaît un petit peu quand même. Et mon pote John. Et aussi présence de John Jargon Cosmidis du groupe grec Verbal Delirium et du batteur Jimmy Palagrossi. Parle-nous de tes nouvelles recrues. Ok, alors commençons par Jimmy. Jimmy, c'est on cherchait vraiment, on avait certains morceaux qu'on avait essayé dans la deuxième partie de Forsaken Innocence, qu'on avait essayé d'enregistrer avec l'ancien batteur avec lequel on travaillait, et on s'est rendu compte qu'il nous fallait quelqu'un d'un autre niveau déjà pour arriver à sortir ces morceaux-là. Et, et c'est Eric, je crois que c'est Eric Bouillette qui m'a conseillé de contacter Jimmy, qui m'a dit, tu sais, à mon avis, il te fera un boulot extraordinaire. Et il m'a pas menti. Et puis, donc voilà, vraiment, Jimmy, du premier morceau de suite, je me suis dit, bon, c'est lui qu'il nous faut, vraiment, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est bien de travailler avec des gens comme Jimmy parce que t'es pas obligé constamment de revenir sur le morceau, de dire là, il y a ça qui va pas. C'est plus ou moins, il te dit, bon, j'enregistre le morceau demain, tac, il te fait écouter ce qu'il a enregistré, tu lui dis, ok, c'est bon, on passe au prochain, tu vois. Et c'est très, très important pour moi de pouvoir, c'est beaucoup plus relaxant de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Euh, pour Jargon, j'avais essayé pas mal de chanteurs, j'ai contacté plein de gens, ça n'allait pas. Puis j'ai pensé à Jargon et je me suis dit, pourquoi, pourquoi je ne l'ai pas contacté plus tôt? Il a vraiment la voix parfaite pour Drifting Sun. Et donc je lui ai parlé du projet, je lui ai dit, écoute, moi ça me plairait que tu chantes sur le disque. Il m'a dit il faudrait que j'écoute pour savoir si ça lui plaît. Hein. Il m'a dit j'aime bien chanter sur des choses qui m'intéressent, mais uniquement quand ça me plaît. Je ne ferai pas juste pour dire je fais du chant sur n'importe quoi. Bon. Je lui ai fait écouter les morceaux, ça lui a bien plu et on a cliqué de suite. Jargon, un mec super à travailler avec, vraiment, vraiment super. Très ouvert quand on a des suggestions d'un côté comme de l'autre. Hein, quand il me suggère des trucs, il me dit, tu sais, on devrait changer ci, ça c'est jamais dans dans l'esprit de glorifier son chant, de mettre son chant spécialement en avant. Il pense d'abord à la musique, à la chanson, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Quand on a commencé avec King of the Country, et je lui ai envoyé le morceau, et de suite, il m'a dit, là, instrumental, là, il y a du chant, là, c'est instrumental. Il avait compris le morceau de suite, et tout l'album s'est déroulé comme ça, c'était vraiment paf, paf, paf. Et John? John, je le connais depuis quelques temps déjà. Il m'a dit oui, je suis très intéressé. Drifting Sun, c'est peut-être le seul groupe dans lequel il n'a pas joué. Je ne dis pas que j'ai dit ça. Euh, avec John on a une relation marrante quand on travaille ensemble. Euh, des fois, il me dit oh, tu devrais faire ci. Ça me dit non, mais John, moi, c'est pas ça que je veux faire. Alors il me dit bah, écoute, fais comme tu l'entends, mais tu as tort des fois. Voilà. Bon. Mais non, mais je plaisante en fait, John, il est super. Il est vraiment adorable. Il a le cœur sur la main. C'est un gars vraiment super. Et, et c'est facile de travailler avec tous ces gens-là parce qu'ils savent ce qu'ils font et ils te font du bon boulot. On s'entend toujours bien. Quand on a un petit différence, on en parle. Et puis, des fois, on fait une petite concession, soit moi, soit eux. Mais jamais on a
tu vois, de mauvaises choses où on laisse ça sur une mauvaise impression, sur quelque chose de mauvais, tu vois. C'est toujours très ouvert, très, très facile, très professionnel. Et je pense que c'est le premier album où vraiment, euh, avec tout le monde avec qui j'ai travaillé, on a vraiment une super collaboration ensemble. Il y a une symbiose, tu vois, entre nous. Les bonnes vibrations, c'est important. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça donne d'ailleurs des bons résultats. J'y viens après, mais il est probablement trop tôt pour espérer que le line-up puisse aller à un autre album. On se croise les doigts? Parfait. On fait de la même chose de ce côté-ci de l'Atlantique. On va se croiser les doigts aussi. Parlons Je pense justement que de l'album. Puis moi, en placotant d'entrée de jeu, je t'ai avoué mon admiration pour la pièce titre. J'aime beaucoup King of the Country ou Dementium, par exemple. Celle-là, d'ailleurs, elle rentre au poste, comme on dit. Mais Forsaken Innocence, avec ses deux sections, 26 minutes au total, je me pose la question d'abord, pourquoi l'avoir divisé? Souvent, les groupes aiment ça avoir un magnum opus. Là, des fois, on dit, bon, ça, c'est ma pièce, c'est mon Supper's Ready, mon Close to the Edge. Pourquoi l'avoir divisé en deux sections d'abord? la deuxième partie, c'est un instrumental. Exact. Et elle était vraiment différente de la première partie. Euh, les deux morceaux allaient bien ensemble. Au départ, je les avais composés séparément. Et ce qui s'est passé, c'est que on devait mettre du chant au départ sur la deuxième partie, mais j'avais toujours dans ma tête, je me disais comment on va faire, parce que c'est vraiment, ça part dans tous les sens et ça va pas être évident de plaquer du chant là-dessus. Bon. Et quand on en a parlé avec Jargon, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, tu sais, moi je le vois pas comme un morceau avec du chant. Il m'a dit, moi je vois ça comme un truc instrumental. Bon. Je lui dis, écoute, t'es claviériste, je suis claviériste, pourquoi on partage pas les duties? Et donc, on m'a dit, ok, on a fait comme ça. Donc, il a fait des claviers sur le morceau, on a fait tous les deux des parties clavier, et c'est resté comme un morceau instrumental. Mais on voulait les joindre, les deux, parce qu'on voulait vraiment que ça fasse partie 1, partie 2, mais qui est quand même la séparation, que ce ne soit pas un long morceau de 26 minutes. Moi, que ça aurait été sympa, un morceau de 26 minutes. Bon. De toute façon, c'est pareil, hein, c'est un petit peu considéré comme le même morceau, puisqu'ils sont enchaînés de toute façon. Hein, donc, J'avoue que les envolées de clavier de la deuxième section sont assez à couper le souffle. Là. Chers auditeurs, là, précipitez-vous vers votre lecteur si vous l'avez de CD, si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est du sérieux. Comment tu as composé un tel morceau? En courte section que tu as assemblé, ou si au départ tu avais comme une idée assez claire du début et de la finalité? c'est toujours différent. Il n'y a pas de recette vraiment. Euh, celui-là, je crois que je l'ai assemblé en vraiment plein de petits morceaux comme ça. Mais, mais c'est différent à chaque fois. Il y a pas vraiment de recette. Tu as des morceaux qui sortent de suite comme ça. Tu peux composer comme tu te souviens de Charade dans On the Rebound, le tout premier titre. C'était un morceau que j'avais écrit pour le chanteur à l'époque, Chris Martini. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on cherchait un chanteur. J'ai trouvé Chris, mais le guitariste ne l'aimait pas. À savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il était américain. Enfin, ça lui plaisait pas. Bon. J'ai envoyé un morceau, j'ai donné un morceau à Chris à l'époque, on n'avait pas encore tous ces trucs d'internet, tout ça. Je lui ai donné un morceau et il a fait une ligne de chant, ça collait pas trop au morceau. Et le guitariste m'a dit, tu vois, c'est un signe, on peut pas le prendre dans le groupe. Mais moi, j'avais sa voix dans la tête, je me suis dit, je le veux dans le groupe. Bon. Et je me suis dit, je vais écrire un morceau spécifiquement pour sa voix. J'ai écrit The Charade et je me souviens à l'époque, quand je partais travailler, j'étais obligé d'arrêter, d'interrompre ma composition et je me disais, oh, on va revenir vite du travail et continuer tout ça. Et en fait, c'était un morceau de, je crois, 14-15 minutes à peu près, d'un quart d'heure, que j'ai écrit en 3 jours peut-être.
Tu vois, c'était très, très, très vite. Après, il y a des morceaux, ça peut prendre des semaines et des semaines où tu as une idée et pendant des jours et des jours et ça vient pas, il y a un truc qui cloche, tout ça. C'est différent à chaque fois. C'est différent à chaque fois. Tu as parlé de la contribution de Jargon sur la pièce type. En gros, qu'en est-il des autres musiciens? Est-ce ils ont pu influencer, par exemple, les compositions quand est venu le temps de jouer leur ligne? Est-ce qu'ils ont eu aussi une influence au niveau de l'enregistrement? Ou c'est plutôt organique ou tu es relativement directif dans ce que tu souhaites avoir? Oui, je leur donne la partition, je leur dis là, faites attention à la mesure 47 parce qu'il faut le jouer comme ci et pas comme ça. Hein. Non, non, tu sais, Serge, euh, dans la musique, quand moi je suis compositeur, bon, mais je suis claviériste, je fais un peu de basse aussi. Je commençais d'ailleurs comme bassiste, mais par exemple, je suis ni chanteur, Jargon pourra te le confirmer, euh, ni guitariste, ni batteur. Bon, quand je fais mes démos sur mes morceaux, c'est vraiment je mets une boîte à rythme, je mets une basse sur le clavier comme ça, une guitare avec des accords sur le clavier, machin, bon, des mélodies de chant sur un truc de Moog juste pour qu'on entende une mélodie de chant, tout ça. Mais au bout du compte, je suis ni batteur ni guitariste. Je ne sais pas toujours ce qui est possible de faire, ce qui sonne comme un batteur ou comme un guitariste. Donc forcément, quand les vrais musiciens vont jouer sur les morceaux basés sur ma démo, il y a des choses qui vont changer. Et puis en plus, ils vont mettre leurs pattes, ils me disent ah là je verrais bien une section un peu genre jazz, un peu quelque chose de différent, ou là je couperai ton rythme pour le faire en ralenti plutôt que comme tu l'avais fait sur ta boîte à rythme. Et je pense que c'est important de laisser aux musiciens cette créativité. Tu vois, ils ont quelque chose de base et je mets toujours l'accent là-dessus. Je leur dis, c'est vraiment la base, c'est la démo, c'est un truc de départ pour que vous sachiez sur quoi vous partez, que vous ne soyez pas dans l'air comme ça. Je leur dis pas, tiens, fais-moi de la guitare là-dessus, tu vois. Qu'ils aient quelque chose pour se raccrocher, mais c'est important qu'ils fassent leurs arrangements, qu'ils mettent leur propre patte dessus sur les morceaux. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que sur l'album, tout le monde est crédité hein, au niveau des arrangements, parce que vrai, ce sont mes compositions, mais c'est pas moi. C'est pas, comme je te disais tout à l'heure, j'arrive pas avec la partition et puis je leur dis, voilà, tac, 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 oula, mesure 47, il faut refaire. Non. D'ailleurs, c'est arrivé à Mathieu un jour, il était dans un groupe, enfin dans un groupe, une session d'enregistrement, parce que Mathieu fait beaucoup d'enregistrements pour des session guitarists pour plein de projets, tout ça. Et il était dans une séance d'enregistrement, je ne sais plus dans quel style de musique. Hein, bon. Et donc, ils avaient une partition, ils jouaient ce qui était sur la partition, tout ça. Et puis, il y avait une grille d'accords avec un truc qui convenait pas trop pour lui dans son idée, quoi. Et il est allé les voir et il leur a dit là, ce serait bien qu'au lieu d'un, je sais pas, qu'au lieu d'un mi, vous fassiez un sol, un truc comme ça. Bon. Et le gars l'a regardé, il lui a dit tu joues ce qu'on te dit ou alors tu vires. Voilà. Mais Donc, ça, il y a des gens directifs. il y a des gens très directifs où vraiment ils ont dans leur idée ce qu'ils veulent que tu joues et dans leur tête, et ben c'est ça qui sonnera le mieux. Alors là, tu peux pas trop discuter, mais c'est pas nous. Non, nous c'est vraiment oh fais-le comme tu le sens. Euh, c'est c'est comme ça que tu sors un produit dans lequel les musiciens ont vraiment amené quelque chose de leur âme, tu vois. Ouais, puis, et Dieu sait si c'est important, ça. Euh, C'est mondial. Ouais. Vous avez, je présume que vous n'avez pas eu l'occasion de partager des moments ensemble. Ce furent des échanges de fichiers là, euh, d'un site à l'autre, comme c'est tellement le cas depuis presque 2 ans maintenant.
Ouais. Non, vraiment, on se rencontre pas vraiment, c'est tout sur Internet, malheureusement. Ce serait bien de faire du live. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens me demandent. Pourquoi vous ne faites pas de concert? Alors, on va peut-être commencer à y réfléchir un petit peu, peut-être cette année ou organiser. Mais tu sais, c'est difficile parce que déjà, ce ne sera pas le même line-up que sur l'album parce que on est tous disséminés aux quatre coins de la planète. Mathieu qui vit en Estonie, Jargon en Grèce. John n'est pas trop loin de chez moi, il est à près 150 bornes de chez moi. Mais enfin, ça fait quand même, tu vois, c'est pas l'appeler pour lui dire, tiens, on répète samedi soir, tu vois. Donc, c'est quand même difficile, mais on va peut-être essayer de faire quelque chose. On avait commencé à parler d'un projet, donc je ne veux pas trop en dire. Mais on a commencé avec Zabi d'élaborer une idée pour peut-être faire, même ne serait-ce qu'un ou deux concerts, tu vois, juste pour faire un petit peu de scène, quoi. Donc, again, fingers crossed, it might happen, you never know. Est-ce qu'il y a déjà eu une incarnation de Drifting Sun qui a eu l'occasion de jouer en concert Ah oui, tout plus à fait. Bah, à l'époque des deux premiers albums, on était un vrai groupe, hein. On répétait, on faisait tout ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais quand on a sorti On the Rebound, on était vraiment un groupe. Ça a été vraiment des morceaux qui étaient répétés en studio, en local de répétition. Ce n'était pas des fichiers qu'on se partageait par Internet, hein. Comme je t'ai dit, ça n'existait pas à l'époque, donc on n'avait pas le choix. Donc on se retrouvait tous ensemble. À l'époque, on vivait tous dans le même coin, donc c'était facile de se retrouver pour des répétitions, des concerts, tout ça. Maintenant, depuis qu'on a redémarré le groupe en 2014, j'ai travaillé qu'avec des musiciens qui étaient un petit peu partout. Et c'est pour ça que c'est resté un projet studio à partir de Trip, quoi. On ne vit pas les temps les plus faciles pour organiser quoi que ce soit qui s'appelle Ouais. concert, il faut bien l'admettre. J'ai vu qu'en Angleterre, c'est recommencé. Au Québec, c'était d'abord les artistes locaux. On commence à recevoir là, des artistes internationaux. Alors, la situation est vraiment au ralenti. On le sait bien. Non, c'est pas évident. Et nous, on est coincé ici si on veut faire des concerts à l'étranger parce que on a non seulement le Covid, mais on a le Brexit chez nous. Alors, on est vraiment embêté avec tout ça. Ça nous gêne beaucoup au niveau des ventes parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on paye des frais de port incroyables à cause d'être sorti de l'Europe, hein. On se fait taper sur la tête à chaque fois qu'on veut envoyer, que ce soit partout en Europe, en France, en Allemagne, tout ça, taxe d'importation à chaque fois. Et pour les concerts, c'est pareil, hein. Les groupes qui veulent aller faire des concerts à l'étranger, il faut avoir un carnet, un truc d'immigration dans chaque pays, déclarer tout ce que tu amènes avec toi, le merchandise, tout ça. Enfin, c'est devenu un enfer, quoi. C'est très difficile. Donc, tout ça, ça fait que la plupart du temps, les groupes font soit des vidéos live, mais enregistrées. Tu sais, ces trucs où ils split le screen, où tu vois tous les musiciens, tout ça. Ce serait sympa de faire quelque chose comme ça, mais là encore, il faut que tout le monde soit disponible pour pouvoir faire leur partie, tout ça. C'est pas facile de mettre tout ça. En plus, moi, je ne sais pas comment ils font pour séparer les écrans comme ça. Aucune idée. Aucune idée. Mais voilà, on fait ce qu'on peut, en fait, hein. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et je pense que la plupart de ce qu'on sort maintenant, et dans notre cas, c'est 100% de ce qu'on sort, c'est du studio, hein, des albums enregistrés. Parlant de studio, j'ai vu que le groupe This Winter Machine avait passé un appel à Pat pour demander son support. Ça s'est produit comment, ça? Ils m'ont contacté tout simplement. Est-ce que ça t'intéresserait d'enregistrer les claviers sur le prochain album? Moi, j'aimais beaucoup leur premier album, hein. J'avais beaucoup aimé l'album et j'aime bien ce qu'ils font en général, la voix de à Winter. Donc j'ai dit ok, pas de problème. Donc voilà, ça n'a pas été évident non plus parce que
Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont contacté, je crois que c'était au début de cette année. Et à l'époque, j'étais en transit un petit peu parce que j'avais vendu ma maison. J'étais en passe de vendre ma maison. Je voulais acheter une maison. J'avais fait une proposition sur une maison ici, là où je vis dans le Dorset maintenant, qui avait été acceptée et tout ça. Donc, on préparait le dossier qui était quelque chose d'assez long parce qu'on avait le Covid qui nous bloquait au niveau des notaires, au niveau de plein de choses. Ça a vraiment tout ralenti. Bon. Et puis, 2 jours avant d'échanger les contrats, c'est-à-dire de vendre la maison, d'acheter la nouvelle maison, la dame qui devait vendre sa maison a décidé de changer d'avis. Donc ça m'a retardé beaucoup et moi j'étais embêté parce que j'avais l'album de Drifting Sun à terminer, j'avais l'album de This Winter Machine à faire et je suis arrivé ici au début du mois de mai et puis il a fallu que depuis le mois de mai, entre mai et fin août, que j'enregistre les 2 albums. Voilà. Donc je leur ai dit, hein, écoutez, moi ça m'intéresse de faire les claviers, mais il va falloir que vous attendiez quelques mois parce que là je suis coincé, j'avais toute ma maison qui était en garde-meuble. Tout mon matériel de musique, rien n'était installé. Pas grand-chose qui est installé même maintenant, mais bon, je peux te montrer, j'ai fait une installation de fortune depuis que... Voilà, ça a été pour faire des Winter Machine et le nouveau Drifting Sun. Parce que dans la nouvelle maison, j'ai pas encore converti le garage. J'installerai le studio, je vais avoir un studio énorme dans le garage, un garage de 12 mètres de long. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'en servir. Hein, pour l'instant, c'est juste un garage. Donc, voilà, j'ai un mini studio dans le salon, là, à côté de la télévision, c'est bien. L'essentiel ici. Des collaborations comme ça, en as-tu d'autres ou c'est quelque chose que tu pourrais envisager sur une base plus régulière? Parce qu'on sait que souvent, beaucoup de musiciens vont faire partie d'un groupe, 2 groupes, 3 groupes, où vous travaillez à plusieurs projets. Toi, c'est quelque chose que tu as déjà C'est-à-dire tu as que, songé ou pas? oui, c'est-à-dire que je ne contacte pas des gens pour des collaborations, pour la simple raison que s'ils me disent non, j'aime pas me faire rejeter. Donc, j'attends qu'ils viennent à moi, mais quand ça me plaît, quand la musique me plaît, moi, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai guesté, j'ai joué un invité sur un album de Nine Skies, sur le précédent. Tu les connais, Nine Skies? Pas Non, sûr. non, le groupe de Eric Bouillette, c'est un des groupes de Eric Bouillette. Oui, 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 Nine ça va, Skies. oui, oui, tout à Voilà, fait. donc j'étais en invité sur un morceau sur leur précédent album. J'ai aussi fait un morceau avec Check In for Echo, John Farley, qui est en train de préparer la deuxième partie de son album, c'est un album en 2 parties. Et super morceau d'ailleurs. Il m'a dit, ça t'intéresserait de faire des claviers? J'ai dit, voilà, quand la musique me plaît, aucun problème, moi je me lance, je le fais, tu vois. Mais non, je contacte personne parce que je pense que s'ils ont envie de m'avoir au clavier, ils me demanderont et ça se fera comme ça. C'est sûr que si tu me demandes est-ce qu'il y a des groupes avec qui tu aimerais jouer, il y en a plein qui m'intéressent, c'est sûr. Mais bon, Ça, je ça préfère, c'est une autre paire de manches, effectivement. c'est notre histoire. Écoute, en terminant, Pat, mes sincères félicitations pour cet album-là. Non seulement il s'insère bien dans la discographie, j'ai hâte de voir la réaction aussi des gens. Je connais quelques maniaques de musique prog qui devraient triper sur certains morceaux, c'est pas mal certain. Euh, Selon moi, il fait partie des bons crus 2021, sincèrement. Je le dis en vieux routier du prog. Euh, pour terminer, je te laisserai les mots de la fin, si tu le permets. Ok. Je te remercie déjà de m'avoir eu.
Je suis désolé de ne pas être bien coiffé. Ça, je ne pourrais pas y faire grand-chose. Et puis, ben, j'espère que vraiment, Forsaken and Innocence aura un grand impact et que ça va plaire aux gens. Tu sais, nous, c'est notre. Pour nous, c'est ça, réussir, c'est de faire de la musique que les gens aiment. Après, qu'on vende des disques, tout ça, c'est un bonus, c'est un plus, un extra. Mais moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est que tout le monde, tous les gens qui écoutent notre musique, même s'il n'y en a pas beaucoup, que tout le monde apprécie ce qu'on fait. Donc, j'espère que achetez Forsaken and Innocence, au moins écoutez-le, parce qu'on s'est fait chier pour le faire. Alors, please, écoutez-le. Et je pense qu'il y aura quelque chose pour tout le monde dans l'album. Je pense que c'est assez diversifié pour que beaucoup de gens s'y retrouvent. Donc, encore une fois, croisons les doigts. Voilà.